à tous et à toutes. Une nouvelle journée, une nouvelle opportunité d'espérer, d'avancer avec beaucoup d'énergie. Et c'est avec beaucoup de plaisir que toute l'équipe de iMatin vous retrouve ce matin et particulièrement ce troisième numéro de la semaine. Je suis très heureuse, très contente. Je vais vous dire pourquoi je suis très contente ce matin. La première raison, c'est que quand je réfléchis, quand j'arrive sur le plateau, je sais que j'ai les amis téléspectateurs et internautes qui sont connectés pour faire le plein d'énergie et de bonne humeur à travers cette émission. Ça me fait chaud au cœur et je suis très contente. La deuxième raison, c'est que l'équipe de iMatin a le plaisir d'accueillir un nouveau membre ce matin en la personne de Rom Nelum Senghar qui est confortablement installé sur ce plateau ce matin. Rom Nelum Senghar, bonjour. Bonjour Irène. Bienvenue sur le plateau de iMatin, bienvenue dans la grande famille de iMatin. Merci et bonjour à vous également. Bonjour. Très heureux d'être parmi vous également. D'accord. Et puis, il a beaucoup de casquettes. Hein. Il est le rédacteur en chef de la radio IFM. Vous voyez son t-shirt, n'est-ce pas? C'est écrit là. Electron FM. Donc, c'est lui en chair et en os. Donc, un petit coucou peut-être à l'endroit de vos auditeurs. Ah oui, je saisis l'occasion pour dire coucou et bon réveil matinal à tous les auditeurs de la radio Electron FM qui sont toujours à l'écoute de la grande maison Electron Média. Voilà. Merci. D'accord. Une fois de plus, bienvenue. Il y a Minga Nujidina Love qui te souhaite la bienvenue. Muga Bogel qui te souhaite également la bienvenue. Moza Enoch à la diffusion te dit également bienvenue dans la grande famille de Electron TV. Et puis, sens-toi à l'aise, fais comme chez toi. Merci. Merci. Voilà. Nous allons passer 1h30 minutes ensemble avec un menu très bien concocté pour tous ceux qui connaissent Electron Matin. Les menus de tous les jeudis, vous les connaissez, vous allez les découvrir tout à l'heure. Et Roms, nous allons... C'est comme ça on l'appelle, Roms. Comme ouais. Rom, Nelum Senghar est trop long là, nous on a coupé tout court, on dit Roms. Voilà. On va prendre une petite capsule... pour permettre à nos auditeurs, permettre à nos fidèles téléspectateurs internautes de s'installer confortablement. On va faire un petit tour dans le Tchad profond. Okay. Voilà, nous vous amenons à la découverte d'une pratique qui se faisait entre-temps et qui est en train de disparaître petit à petit. Oui. Donc, on va demander à Minga Nujidina Love de nous mettre cette capsule et puis on va revenir après cette capsule pour faire un petit commentaire. D'accord. Voilà, Rom Nelum Senghar.
Tu as apprécié? Ah ouais, j'ai Tu beaucoup connaissais apprécié. ça? Oui, un peu, Oui, un peu quand même. Ouais, un peu. D'accord. Ouais, Peut-être beaucoup de téléspectateurs se sont retrouvés dans ça ce matin. c'est ça, oui. Là, c'est donc une pierre à écraser. Et cette pratique, on la trouve beaucoup plus dans le grand maillot kébi géographique. Oui, Une bonne femme doit avoir cette pierre dans sa cuisine. Entre-temps, il n'y avait pas le moulin à écraser le mil. Donc, c'est comme ça que les femmes utilisaient donc cette pierre pour écraser le mil rouge. Tu l'as vu, hein, oui, j'ai vu. dans la vidéo. Et c'est accompagné d'une chanson. Donc, la femme, elle se réveille à 4 heures du matin déjà, elle est debout. Voilà, elle met son mil sur cette pierre à écraser, elle se met à écraser, elle chante pendant que les enfants ou le monsieur dort, elle vous Encore, berce un peu. Avec cette chanson, généralement, dans cette chanson, elles font l'éloge de son mari, les mots d'amour à l'endroit de son mari, ou encore elles essaient de dénoncer les maux de la société tout en chantant, ou bien elles font l'éloge d'un brave dans le village, ou encore elles se moquent aussi de quelqu'un qui ne respecte pas les normes, qui ne respecte pas les coutumes, qui a déraillé un peu. Donc, crée une chanson pour décourager un peu peut-être d'autres d'autres cette personnes personne à travailler. voilà, pour Ok. pousser d'autres personnes à travailler. Donc, ça se passe comme ça. Mais c'est une pratique qui est en train de De disparaître. disparaître. Mais sauf que en regardant cela, je vois comme s'il y a tellement de la peine. Hein. Oui, oui. C'est-à-dire faire Ça pousser demande la pierre à beaucoup. chaque fois. Oui, Ça dit, oui. c'est tout un Et travail. c'est une pierre qui pèse. Hein. Oui, évidemment. Il y a d'abord la grosse pierre qui est posée. Elles ont construit un truc là, Oui. comme ça, et puis elles ont déposé la grosse pierre dessus. Oui. Et il y a la petite pierre également. Qui frotte, Voilà, qui frotte le mil là. Oui. Et puis tu as vu la farine est là. Et puis Mais voilà. je me demande un peu, est-ce que en faisant ce travail, est-ce que les débris de ces pierres ne vont pas se mélanger avec la farine? Pas du tout. Pas Ah, du ok, tout. Pas ok. du tout. C'est des pierres qui ont été travaillées, des pierres qui ramassent en brousse. Elles viennent, elles essayent de tailler, d'arranger Ouais. avant de commencer à l'utiliser. Avant de commencer à l'utiliser, peut-être elles écrasent ce qu'on appelle le mil germain pour faire la bilibili. Là. Ah oui, oui, je vois. Voilà, elles essayent de tester là-dessus. Ok. Et puis ça devient bien. C'est en ce moment qu'on commence donc à écraser le mil pour faire la cuisine. Donc à 4 heures du matin, madame est debout en train de chanter, en train d'écraser le mil, bercer les enfants, le mari avec le chant. Et puis voilà, c'est tout le village qui écoute cette chanson. Mais ça au petit démontre matin. vraiment, comment on appelle ça, l'identité du Tchad en fait. Oui, C'est tellement beau à voir quand Oui, une oui. femme se met en train de faire Oui. ses travail. Voilà. C'est tellement beau. Mais je me pose comme une petite question. Pourquoi ne pas utiliser le mortier avec le pilon? Voilà, et là, tout comme ça Ça aussi, dépend également. des cultures. Moi-même, je Oui. me suis posé cette question. Ça dépend de l'habitude alimentaire. Oui. Tu sais que dans le Grand Mayo Kébi, c'est beaucoup plus le sorgho rouge et le sorgho blanc, entre-temps, Oui. qui étaient beaucoup plus consommés. Donc, c'est facile d'écraser ça avec cette pierre. Mais quand on va vers Mundou, Oui, Doba, bah, jusqu'en en allant à montant, Sar, l'habitude alimentaire, elle est différente. C'est Oui. beaucoup plus le maïs, c'est pas moi. Ouais, le maïs. Il y riz. a aussi le mil, hein, même le mil Mais rouge. là-bas, les gens préfèrent beaucoup plus le mortier. Oui, avec le pilon. Voilà. Ouais, ça, Pour filer, faire la là, on farine. voit peut-être entre 2 ou 3 femmes Oui. qui sont en train d'envoyer le pilon dans Voilà. le mortier. À tour de rôle, il y a des chants qui se passent autour. Tout à fait. Voilà, donc ça dépend de chaque province. Oui. J'ai également vu au Cameroun, les femmes utilisent cette pierre à écraser, mais elle est toute petite Ouais. pour écraser les condiments. Oui, Voilà, je vois. juste pour Ouais, écraser. bien évidemment, moi aussi, j'ai vu au Cameroun, beaucoup plus on utilise ça pour écraser les condiments. condiments. Ouais, Voilà. condiments, oui. Mais D'accord. pour écraser les mille, je vois que c'est un peu pénible. Oui, non, C'est pénible, mais c'est en disons même que... temps du sport. En tout cas, c'est beau. Mais hein, ces beau. pratiques, visiblement, ces derniers moments, on ne les observe presque pas. Et... C'est déplorable, Ça a disparu, quand même. hein, ça a Ah. disparu. Hein. Entre-temps, une femme de valeur, une bonne femme doit avoir cette pierre à écraser dans sa cuisine. Mais aujourd'hui, le moulin, là, il est venu remplacer cette pierre. Voilà, j'ai essayé de faire un peu le tour dans le Tchad profond, dans le Mayo Kébi Ouest, mais bon,
C'est rare, hein, c'est Même rare. maintenant, même dans les fonds villages, il y a toujours des moulins qui ont pris déjà place tout à de fait. cette pratique qui est vraiment, en regardant, c'est Voilà. quelque chose en fait. Oui. Ah ouais. Voilà, c'était donc notre petite parenthèse ce matin pour vous amener à la découverte de la culture tchadienne, de la culture du pays de Toumaï. J'espère que vous avez aimé. Alors, envoyez-nous des messages pour nous dire dans votre pays, dans votre province, entre-temps, comment est-ce que les femmes faisaient pour donc écraser le mil pour obtenir la farine. Voilà, vos messages sont les bienvenus sur notre page Facebook Electron TV Tchad ou tout simplement envoyer des messages sur le 63 08 41 77. Alors, Homs, après cette capsule, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, nous allons observer également une petite danse, non? D'accord. La danse de Nulda. D'accord. On va découvrir aussi cela. Tout à fait. Voilà, là nous venons de regarder la danse des Nulda, la danse qui nous vient directement du Mayo-Kébi géographique pour parler également des Massa. Hein, quand j'essaie de comprendre à peu près, puisque la langue me semble un peu compliquée, mais tout de suite j'ai compris que c'est les Massa là-bas. Mais profondément, je n'ai rien compris en fait. Peut-être que vous allez m'expliquer davantage. Moi également, je n'ai rien compris. C'est une danse traditionnelle. C'était à l'occasion donc du festival Tokna Massana. Tokna Massa, oui. Voilà, qui se déroule chaque 2 ans, soit à Bangor ou à Yagua ou Cameroun. Ouais. Donc c'est à l'occasion de cette grande fête que voilà. Le peuple essaye un peu de nous montrer quelques danses de chez eux. Ouais. Voilà. Et là, c'était la danse Nulda. Ouais. Un petit coucou à tous les Massa d'ici et de Bangor surtout. Coucou à vous. Hein. Ah ouais. Nous avons des réactions de nos internautes. Nous disons bonjour à Larry Chiangakutu qui est tranquillement dans son coin en train de nous regarder puis elle ne dit rien. Bonjour à toi. Nous avons également Sophie Tok qui nous dit bonjour et elle dit qu'elle est très contente de faire ta connaissance. Merci. Ça, c'est notre fidèle auditeur, fidèle internaute. Voilà. À la fois auditeur et peut-être même téléspectateur. Fidèle. Ah ouais. Et voilà, et elle vient et dit le moulin d'antan pour parler donc de cette capsule que nous avons proposée tout à l'heure en début de cette émission. Vous pouvez faire donc comme Sophie Tok, nous envoyer vos messages sur notre page Facebook Electron TV Tchad ou le 63 08 41 77 pour les auditeurs de la radio IFM. Votre rédacteur en
chef est sur le plateau ce matin en chair et en os. Ah ouais. C'est l'occasion pour vous de lui faire un petit coucou sur le 63 08 41 77. Alors, après donc cette danse Noulda, il est 7h49. Ouais. Nous allons donc faire place à l'actualité matin, Oui. avant de revenir sur le plateau pour recevoir les chroniqueurs de votre émission e-matin. À tout de suite. Vu qu'il s'agit d'un examen, des cas de fraude ont été appréhendés et ont fait l'objet de sanctions conformément au règlement régissant l'examen. Au total, 1585 cas de fraude ont été enregistrés, soit un pourcentage de 1,51%. Cela nous amène à redoubler de vigilance pour la deuxième série des épreuves dans tous les différents centres d'examen. Quant aux candidats, chaque parcours est unique et il est normal de rencontrer des obstacles sur son chemin. Les résultats aujourd'hui sont le reflet de notre travail, de votre travail et de votre engagement durant 9 mois de labeur. Je félicite tous les admis et leur souhaite beaucoup de succès dans leurs projets. Aux admissibles, je leur demande de redoubler d'efforts pour passer avec sérénité la deuxième série. Et enfin, aux récalés, je leur demande de redoubler de courage pour la prochaine fois, car l'échec est le meilleur guide du monde. Les résultats seront affichés dans tous les centres et lycées. Ils peuvent être consultés aussi sur le site de l'ONEX, www.onex.td ou via les téléphones mobiles RTL et Move Africa. S'agissant des résultats, il convient de rappeler que l'effectif total des candidats inscrits pour toutes les séries confondues est de 404 440. Ainsi, les résultats de la première série se présentent comme suit. Sur un total de 104 440 candidats inscrits, nous avons 23 374 admis d'office, soit un pourcentage de 22,76 et 26 854 admissibles, soit un pourcentage de 25,61%. Nous rappelons que les épreuves de la deuxième série se dérouleront le mardi 1er juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire national. J'adresse ma reconnaissance au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, au secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, à la recherche scientifique et à la formation professionnelle pour la visite de soutien aux membres du jury durant le déroulement des travaux. Depuis le 16 mai, le leader politique est sous le coup d'une interpellation émise par le procureur de la République suite à la diffusion d'un enregistrement audio émanant de sa part, qualifié d'incitation à la haine. 40 jours se sont écoulés depuis cette mise en cause sans aucune avancée significative ne semble poindre dans son dossier. À la stupeur générale, c'est donc sur les réseaux sociaux que Dr Masra Succès a choisi révélé d'observer une grève de la faim exigeant un traitement prompt et sans atermoiement de son affaire. Ce recours à une action d'une telle portée est inédit dans l'histoire politique tchadienne. Jamais auparavant, un dirigeant de parti politique incarcéré pour des accusations d'incitation à la haine n'a opté pour cette forme ultime de protestation. Ce geste, empreint d'une force symbolique et d'un courage indéniable, est l'expression manifeste d'un profond sentiment d'exaspération de la part du prévenu. Il témoigne également de sa ferme volonté de dénoncer les traitements jugés inappropriés infligés aux détenus tchadiens tout en mettant en lumière une procédure judiciaire qu'il estime excessivement longue et manquant de transparence. Plus qu'un simple moyen de contestation, la grève de faim constitue un acte extrême, révélateur d'un climat de tension où l'existence même devient le levier ultime de revendication. Il convient de rappeler la récente et retentissante sortie du maréchal Mamadi Idriss Déby Itno, exhortant les ministres de la République à assumer pleinement leurs responsabilités. Dès lors, il est légitime de s'interroger sur la lenteur et la transparence du système judiciaire
leader tchadien. L'appartenance à la classe politique de l'opposition ne saurait être assimilée à une animosité envers la nation. Un opposant politique n'est pas un ennemi de la nation. Les leaders de l'opposition sont des acteurs essentiels du jeu démocratique et contribuent à l'équilibre des idées. Afin de préserver la paix sociale et d'éviter un climat politique qui ne dégénère en chaos, il est impératif que la justice demeure indépendante, impartiale et transparente. Ce n'est qu'en garantissant à chaque individu, quelle que soit son affiliation ou son rôle, un traitement juste et équitable que la nation pourra édifier un socle solide de confiance, de dialogue et de cohésion sociale. Il a très peu de moyens pour s'exprimer et c'est pour ça qu'il a choisi cette option. Et il a précisé aussi, c'est ce qui est assez spectaculaire, qu'il fait ce choix non pas pour exiger sa libération de la prison, mais pour protester contre ce qu'il appelait les injustices imméritées et aussi pour exiger la libération des énergies du peuple. Alors voilà les termes qu'il a employés. Et donc on voit bien que ce n'est pas véritablement une stratégie pour réclamer sa libération de la prison matérielle dans laquelle il se trouve, mais c'est véritablement une stratégie de communication, un canal de communication qu'il a choisi pour poursuivre la lutte, ou du moins pour poursuivre un peu le travail qu'il fait en tant que leader d'opinion, en tant que chef de parti, pour communiquer, transmettre le message qui est son message habituel, celui de la lutte contre les injustices et contre les inégalités. Les limites sont très minces, mais en même temps que cela peut mettre de la pression sur la procédure judiciaire actuellement en cours, c'est en même temps une initiative qui lui permet de continuer à s'exprimer quand bien même il est sous les balles. Donc il faudrait chercher à comprendre quel type de grève de la faim il a choisi. Est-ce que c'est une grève de la faim intégrale? C'est une grève de la faim avec des options différentes. Mais quel que soit le type de grève de la faim que le docteur Succès Massa aura choisi, les responsables de l'administration pénitentiaire prendront des dispositions fermes pour que sa vie ne soit pas atteinte et que sa vie ne soit pas menacée. En choisissant aussi cette option de grève de la faim, normalement, l'administration pénitentiaire devrait ouvrir une certaine passerelle pour permettre qu'en plus du personnel soignant dédié par les services pénitentiaires, بعد ساعات من حملات فحص الأغذية وأخذ العينات التي أطلقها وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني في 23 من يونيو بالتعاون مع مركز مراقبة جودة الأغذية سيكوكدا، تستهدف هذه المبادرة إلى تقييم الظروف الصحية وأخذ عينات من اللحوم وخصوصا لحوم الأغنام والبقر والإبل لتحليل جودتها، حيث سلم وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب رسميا هذه المعدات الحديثة لجزاري العاصمة أنجمينا. يأتي توزيع معدات الجزارة في إطار مشروع دعم إنتاجية وتنافسية سلاسل القيمة اللحوم والحليب في تشاد، ويهدف المشروع بشكل رئيس إلى توفير الظروف المثلى لإنتاج وبيع اللحوم في أسواق المدينة، ويتلقى هذا المشروع دعما ماليا من البنك الأفريقي للتنمية. وستمكن هذه الأدوات الجديدة الجزارين من ممارسة مهنتهم وفقا لمعايير النظافة، مما يسهل حصول المستهلكين على غذاء صحي. وقد أكد الوزير عبد الرحيم عوض الطيب على أهمية تطبيق معايير النظافة في التداول، وحث المستفيدين على ترشيد استخدام هذه المعدات. Cette prestation de serment marque l'entrée en fonction officielle de deux personnalités nommées par le décret présidentiel rendu public le mois de mai dernier. Elle intervient dans un contexte national où les défis liés à la régulation de l'information, à la lutte contre la désinformation et à la promotion de la liberté de la presse restent toujours majeurs. Il s'agit de la présidente de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, Halimé Assadia Ali, ainsi que son vice
vice-président Ndoumbaï Cléotoin qui se sont engagés devant la Cour suprême ce mercredi 25 juin 2025. Une cérémonie solennelle qui a été placée sous l'autorité du président de la dite Cour, M. Samir Adam Anour, en présence des membres de la AMA, des hauts magistrats, des représentants du gouvernement et plusieurs figures du paysage médiatique et institutionnel tchadien. Le président de la Cour suprême a quant à lui rappelé les responsabilités cruciales qui incombent à l'organe de régulation dans un pays engagé sur la voie de la consolidation démocratique, avant de les exhorter à faire preuve de rigueur et d'intégrité dans l'exercice de leurs fonctions. À la sortie des salles, Mme Halime Assadia Ali, face aux médias, a exprimé sa volonté de renforcer la crédibilité de la AMA en misant sur une régulation équilibrée, respectueuse de la liberté d'expression, tout en veillant à l'éthique et à la responsabilité des médias. C'est un sentiment de fierté, de satisfaction, mais aussi beaucoup de responsabilité au vu de la tâche qui nous attend et surtout aussi des attentes de l'ensemble du secteur. Les priorités, c'est de faire en sorte qu'avec l'ensemble de professionnels, on puisse former, accompagner les professionnels pour avoir une presse responsable, une presse professionnelle et une régulation qui puisse accompagner en s'adaptant à l'évolution technologique. Cette nouvelle équipe dirigeante de la AMA est désormais attendue sur plusieurs chantiers prioritaires. La révision du cadre juridique des médias, le renforcement des capacités des journalistes, la régulation des contenus numériques et audiovisuels, ainsi que la gestion équitable de l'espace médiatique en période électorale. La nomination de Halime Assadia Ali, femme engagée et ancienne communicante institutionnelle, envoie également un signal fort en matière de la promotion du leadership féminin au sein de hautes sphères décisionnelles du pays. Cette session budgétaire intervient 4 mois après la prise de fonction de la nouvelle équipe de l'exécutif à la tête de cette commune désormais de plein exercice de Biri, chef-lieu du département de la Tangéré Centre. Balmé Emmanuel est le maire de la commune de la dite ville. Il présente ici un tableau sombre de sa commune. Le personnel de la mairie de Béré a accusé au total 5 mois d'arriérés de salaire, soit un montant à payer de 11 074 200 francs. Les factures impayées des fournisseurs qui s'élèvent à 4 765 800 francs. En plus de cela, le non-versement des cotisations à la CNPS des années 2022, 2023, 2024 et 2025 qui s'élèvent à 2 700 000 francs, soit un total global de 7 465 800 francs. Par le concours du trésorier départemental, 2 mois de salaire ont été réglés. Mais les mois se sont ajoutés et nous nous retrouvons aujourd'hui avec 8 mois d'arriérés pour les agents et bientôt 4 mois d'arriérés pour l'exécutif entrant. Ouvrant cette session budgétaire, le préfet du département de la Tangéré Centre, Mohamed Adou Maguid, a appelé l'exécutif à une franche collaboration pour le bon développement de la commune. La population de Béré attend de vous avoir des fruits qui seront des réalisations. Vos tâches ne sont pas seulement dans le bureau. Vous serez éveillés, être là où vos agents exercent les travaux. Avoir un climat de collaboration avec vos collègues et vos conseillers municipaux afin de conduire votre mandat en beauté. Soyez humbles dans vos exercices pour atteindre vos objectifs. À noter que cette session budgétaire qui durera 15 jours permettra aux participants qui sont les conseillers de se pencher sur la présentation du rapport des activités de l'exécutif communal et rapport financier d'exercice 2024, la présentation et adoption du budget d'exercice 2025 et la présentation et délibération du programme de développement de chaque commission. يجيء هذا المنتدى تحت شعار تعبئة الموارد اللازمة لتطوير الري وتمويل القطاع الزراعي في تشاد، إذ تعد الزراعة محور برنامج التنمية الذي تتبناه أعلى السلطات في البلاد، وكذلك التنمية والاكتفاء الذاتي والتغذوي بحلول عام 2030. في كلمته الافتتاحية الأمين العام لوزارة الإنتاج الزراعي والتصنيع لاكير أرتوماس قال إن تشاد تتمتع بإمكانيات كبيرة في مجالات الزراعة والغابات والري وصيد الأسماك، فضلا عن السكان الشباب الذين
الذين يمكن استغلال طاقتهم لضمان التنمية المستدامة. أما وزير الإنتاج الزراعي والتصنيع كيدا بالا أشار إلى أهمية هذا المنتدى الذي يسهم إسهاما مباشرا في تحفيز المزارعين وتطوير قطاع الزراعة في تشاد، ذاكرا بعض المشاريع التي تعد جزءا من خطط التنمية الوطنية، وهو مشروع التنمية الهيدروزراعية مع التحكيم الكامل في المياه بمساحة 24,000 هكتار، ومشروع دراسات إضافية لمساحة 176,000 هكتار بهدف تحقيق أهداف الحكومة في تنفيذ 200,000 هكتار من التنمية الهيدروزراعية، وكذا برنامج إعادة تأهيل 5,605 هكتار من المساحات المروية مع التحكم الكامل في المياه، فضلا عن مشروع إعادة تأهيل مركز التدريب لإنتاج المعدات الزراعية وتدريب سائقي الجرارات في مدينة فانجا. وتستمر مداولات هذا المنتدى الذي جمع الفاعلين المحليين والشركاء المعنيين بالزراعة ل3 أيام متواليات. Un geste qui sauve des vies, un acte de citoyenneté. C'est par ce mot fort que le directeur général de la police nationale, le contrôleur général Tougou, Digo Maïdé, a donné le ton de cette initiative salutaire. Il a été le premier à tendre le bras, donnant ainsi le coup d'envoi à l'ensemble du corps. Pour le directeur général de la police, ce geste, aussi simple soit-il, peut sauver des vies. Nous devons montrer l'exemple en tant que force républicaine, a déclaré le directeur général après avoir accompli son devoir de solidarité. Notre travail est quotidien a quand même un lien direct avec les citoyens dans tous les domaines. Cette mobilisation pour donner des femmes, pour sauver des vies de personnes. Les accidentés sur la voie publique, les femmes enceintes, lors des accouchements compliqués, personnes âgées. C'est vrai, c'est volontaire, mais il exhorte tous les policiers pour donner des femmes pour sauver des vies. À ses côtés, le directeur général du Centre national de transfusion sanguine saluait l'implication active de la police nationale. Il a tout d'abord exprimé sa reconnaissance à la hiérarchie policière pour leur disponibilité. Pour le directeur de la transfusion sanguine, d'autres corps emboîteront le pas car les besoins en sang sont constants dans nos hôpitaux. Nous réjouissons aussi que la police participe activement dans cette activité. Nous rappelons que ce n'est pas la première fois que la police a toujours participé au nom de ça. Et parmi nos donneurs fidèles, nous avons toujours répondu. Les forces de sécurité se sont succédées avec discipline devant les équipes de prélèvement. Le personnel médical, mobilisé pour l'occasion, a su créer une atmosphère conviviale propice à ce moment de don et de partage. En donnant leur sang, les policiers prouvent qu'ils veillent également sur la vie dans toutes les dimensions. La police nationale, fidèle à sa vocation de service public, démontre qu'elle sait aussi prendre soin des populations sous toutes les formes. Elle remercie par la voix de ses responsables le ministre de la Santé publique pour cette fructueuse collaboration. Car ensemble, policiers et soignants unissent leurs forces pour une cause sacrée, sauver des vies. De retour sur le plateau, Imatin se poursuit. C'est le 3e numéro de la semaine avec l'introduction des nouveaux membres de la famille. Alors, nous avons des messages de nos internautes. Sabour Paul Wadé qui dit bonjour la famille, bonjour à toi. Dina Love qui dit la famille de Imatin s'agrandit. Bonne arrivée à Rome, c'est bonne émission à vous. Vous êtes resplendissants. Merci. Merci beaucoup. Ah ouais. Bienvenue Larissa Ngakutu qui dit je souhaite la bienvenue à Roms. Bonne émission, je vous suis depuis la République. Ah ouais, là je suis très content. Je suis très content d'être accueilli à bras ouverts par tout le monde. Merci beaucoup. Je reçois directement vos salutations. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons Pat Demain qui dit de cœur avec vous. Excellente émission. Et bonne journée bénie. Amen. Amen. Merci pour tous vos messages. À présent, nous recevons donc Madame Intelligence Artificielle. C'est comme ça que nous l'appelons ici sur le plateau de Imatin. Sidonie, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien, merci. D'accord. Je te présente un nouveau membre de Imatin. Merci. Rom Nenum Senga. Merci et surtout bienvenue. Merci. Bienvenue à vous également. Merci bien. Voilà, avec vous aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle. Peut-elle remplacer l'intelligence humaine? Point d'interrogation.
Nous t'écoutons. Oui, l'intelligence artificielle évolue à une vitesse fulgurante. D'abord, elle intervient pour compléter l'intelligence humaine. Mais certains y voient en cette technologie une révolution et d'autres comme une menace. Mais la vraie question est si l'intelligence artificielle peut vraiment remplacer l'intelligence humaine, genre faire des jugements moraux ou bien des expériences vécues comme l'a fait l'intelligence humaine. Surtout dans un contexte africain, précisément tchadien, où les réalités sociales et le système éducatif est aussi unique. L'intelligence artificielle, ce qui la diffère d'abord de l'intelligence humaine, est que l'intelligence humaine, elle est créative, émotionnelle et morale, tandis que l'intelligence artificielle se repose que sur des algorithmes et des bases de données ou encore des modèles statistiques. Donc on comprend que ça ne peut pas remplacer l'intelligence humaine. Mais elle peut la réduire, vu que si l'humain arrête de penser, de créer ou encore d'apprendre par lui-même, l'intelligence artificielle peut réduire cette intelligence qui est humaine. Si on l'utilise beaucoup, n'est-ce pas? Ça peut plutôt l'augmenter, à mon avis, ou bien ça réduit. Bon, ça augmenter réduit dans l'intelligence humaine? Oui, ça booste un peu, quelquefois. Oui, ça booste quand... Bon, à mon avis, en fait, c'est ce que je pense. C'est vrai, hein, ça dépend de la manière que l'on utilise l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle augmente l'intelligence humaine si l'humain fait de bon usage à cet outil. Genre prendre cet outil pour se chercher ou bien se perfectionner, faire des recherches et tout ça. Ça peut vraiment augmenter l'intelligence humaine. Mais vu que l'humain devient dépendant de cette technologie, elle peut la réduire aussi. Vu que beaucoup plus, genre la perte de l'esprit critique ou bien l'uniformisation des pensées. Genre des mêmes sujets auxquels l'IA nous distribue tous, tels que maintenant Madame Irène demande telle question, c'est la même réponse. Et là, ça fait déjà que l'idée est uniformelle. Et aujourd'hui, quand tu vois certains textes et tout ça, tu sais tout de suite que ça, c'est de l'intelligence artificielle. Surtout dans les discours, quand on observe, on sait directement que ceci a été... Ça, c'est de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle prend partie de notre intelligence. Elle peut réduire notre connaissance, notre intelligence personnelle. Donc, mais il y a aussi des tâches où l'intelligence artificielle surpasse l'intelligence humaine, telles que dans les calculs complexes ou encore le traitement de grandes quantités de données, ou voire même la reconnaissance d'automatisation. Prenons l'exemple des applications IA qui peuvent très facilement détecter certaines maladies très spécifiques que le médecin même, telles que le dépistage de la tuberculose dans des radios pulmonaires. Donc, dans des cas très spécifiques, l'intelligence artificielle est trop évoluée que l'intelligence humaine aussi. Mais il y a aussi des domaines qui sont réservés à l'intelligence humaine que l'intelligence artificielle ne peut pas prendre ça. Tu as parlé tout à l'heure de l'émotion, surtout l'éducatif moral et l'éducation morale surtout, l'intelligence artificielle ne peut pas faire certains trucs comme nous le faisons. Prenons l'exemple comme un professeur tchadien qui peut dispenser son cours selon l'environnement social ou culturel de ses élèves, mais ce qu'une IA ne peut pas faire. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Alors, l'intelligence artificielle, elle est venue pas pour remplacer l'intelligence humaine. Elle est venue pour la compléter. Mais c'est l'usage de la personne sur cet outil qui fait à ce que parfois cette intelligence menace plutôt notre intelligence humaine. Mais si on peut faire de bon usage à cet outil, elle peut vraiment augmenter. Comme l'a dit Roms tout à l'heure, ça peut augmenter et compléter notre intelligence et non la remplacer. Prenons aussi l'exemple d'un agriculteur qui peut utiliser l'intelligence artificielle pour ses travaux champêtres. Mais la décision finale revient toujours à l'agriculteur, selon les expériences du terrain. Donc, une bonne collaboration entre IA et humain serait vraiment idéal. D'accord. Ah oui. Bonne utilisation, bonne collaboration, voilà.
vraiment idéal. D'accord. Alors, pour finir, l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'intelligence humaine, mais elle peut aussi la réduire. Si l'humain arrête de créer par lui-même ou bien de penser par lui-même, l'intelligence artificielle peut la réduire parce que l'humain va dépendre à cette technologie. Et quand on est déjà dépendant à quelque chose, on ne peut rien faire que nous-mêmes. Alors, quand on devient esclave de quelque chose, dépendant de quelque chose, mais on ne fournit plus d'efforts. Mais justement, en parlant de la dépendance, moi, je me suis dit quelque part que d'ici 10 ans, peut-être qu'il n'y aura pas de travail pour l'humain, puisque là, on voit déjà que l'intelligence artificielle fait tout à notre place. Même la cuisine, c'est l'intelligence artificielle qui le fait pour nous. Même, c'est-à-dire tout, dans tous les domaines possibles aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui le fait à notre place. Donc je me suis dit que à des moments donnés, est-ce que l'humain pourra encore s'élever, aller ne serait-ce qu'un petit café pour prendre L'intelligence artificielle, elle est maintenant omniprésente même dans notre quotidien, vu qu'elle nous facilite dans toutes les tâches. Mais il y a aussi des tâches réservées auxquelles l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Telles qu'on venait de citer, l'émotion ou bien la créativité profonde. La conscience, par exemple. La conscience, tout ça, même les jugements moraux, même les prises de décisions. Dans l'incertitude, l'intelligence artificielle ne peut pas faire ça. Donc, bien qu'on est menacé par l'intelligence artificielle, mais quand comment est-ce que les machines vont venir nous remplacer carrément là? Non, ça c'est impossible. C'est nous qui l'avons créé. Oui, et donc, normalement, l'intelligence artificielle ne devrait qu'exécuter à tout ce que nous lui demandons. Mais quelquefois, si c'est on donc lui la demande mauvaise utilisation. Quand on lui demande quelque chose qu'on demande, par exemple, très mal, elle va aussi nous donner une réponse qui n'est qu'une mauvaise réponse aussi. Vu qu'elle est venue pour nous soutenir dans nos recherches, surtout nous faciliter dans nos tâches, on allège toutes nos tâches. Tel que maintenant, là, tout dépend de l'IA. Vu que certaines personnes qui ne peuvent même pas créer quelque chose sans l'intervention de l'intelligence artificielle. Et si on est déjà dépendant de cette technologie, on ne peut rien faire, rien créer. Et là, ça réduit vraiment notre autonomie même. D'accord, madame. C'est essentiel, surtout d'utiliser l'intelligence artificielle, mais la personnaliser un peu avec nos propres idées, tout ça. Et là, ça, c'est vrai. Ça, c'est le plus important même. Merci beaucoup, Sidoni, pour cette dose de motivamine sur l'intelligence artificielle. Il faut savoir utiliser l'intelligence artificielle. Il ne faut pas dépendre de l'intelligence artificielle. Sinon, elle risque de nous remplacer. Ça ne sera pas bien. Ça sera pas bien. Merci. D'abord, l'humain doit rester au centre de la technologie. Pas comme un spectateur, mais quand même un créateur. Vu qu'on l'utilise, mais il faut qu'on ait l'idée créative. Donc, on peut aussi créer par nous-mêmes et non par l'intelligence artificielle. Shukran Katir. Nous te souhaitons une très bonne journée, Sidoni, et puis on se revoit quand? Demain? Oui. D'accord. Merci d'être passé. Merci on va te raccompagner avec une capsule qui va permettre à Diana de s'installer. Merci bien. Est-ce qu'il faudrait prendre des mesures de protection? Si seulement c'est l'implantation, il n'y a pas de souci, mais occupation de la surface pour le labour du riz et de canne à sucre. Mais cette surface qu'on va maintenant occuper, mais la population qui vit déjà sur cette terre va aller où? C'est la question qu'on se pose. Surtout les 40 quelques villages qu'on veut les déménager pour les amener où? Mon avis par rapport à l'implantation de l'usine, moi je trouve que c'est bon, sauf que il faut faire l'étude de faisabilité sur le terrain, voir quelles sont les mesures d'accompagnement de la population qu'on va occuper le terrain, parce que moi je trouve que ici dans la zone là, le problème de terrain là fait toujours problème, le problème foncier surtout. Donc les gens ils sont là pendant des années, c'est là où ils travaillent, donc s'il faut implanter une usine ici c'est très bon, mais sauf que
l'espace que les gens vont occuper, ça va prendre en compte les habitations et autres. Donc, ces habitants-là, il faut trouver des mesures d'accompagnement où on doit les mettre. Quand ils ont dit que l'usine de canne à sucre est arrivée ici à Bakchoro, là, et c'est bon. Et Bakchoro devient déjà une grande ville et nous allons produire des sucres et c'est un avantage. C'est bon parce que Bakchoro va devenir une grande ville et c'est aussi un avantage pour nos progénitures et pour moi également. En tant que jeune, j'ai applaudi cela. Et ce qui m'a un peu touché est qu'après l'installation de l'usine, il y aura absolument le déplacement des populations. C'est que cette occupation des terres, ce n'est pas seulement les 2 ou 3 parents qui vont se déplacer. On a parlé de 30 000 quelques hectares. C'est là, il y a 40 quelques villages. Et dans une seule village, il y a combien de populations qui vivent là? Et quelle terre ils vont occuper après cela aussi? Vous voyez, maintenant on a la carence. Pour labourer, trouver à manger là, c'est des problèmes. Mais il nous parle qu'il veut nous déplacer, les gens là, nous ne sommes pas d'accord. Déplacer les gens là, en tant qu'une femme là, et mes enfants là, je vais leur garder ça où d'abord. Maintenant, là où nous sommes là, pour labourer là, même les gens craignent des problèmes à cause de ça. Il y a des morts par-ci, par-ça, par-là, et puis et notre inquiétude c'est pour l'hygiène là. L'hygiène c'est bon. En tant que l'hygiène là c'est bon, mais déplacer les gens là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Voilà, après cette capsule de Bakchoro, voilà le projet de l'implantation du projet de canne à sucre, usine de canne à sucre, pardon. Ouais. Dans la sous-préfecture de Bakchoro, les citoyens se sont exprimés, hein. Les avis sont diversifiés, voilà. Nous avons un message de Nouba Ozias qui dit bonjour la team Imatin. Je profite de votre micro pour souhaiter mes félicitations à tous les nouveaux bacheliers et courage aux candidats malheureux. Bonne chance à tous les admissibilités. Et c'est de ça que nous allons parler également ce matin avec Diana. Il y a Mardoché qui a posé une question que nous n'avons pas vu la question à temps et puis notre chroniqueuse est déjà partie. Il a posé la question, est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter un jugement moral? En tout cas, elle sera là demain. Ici sur le plateau, elle pourra répondre à votre question. Toutes nos excuses, hein, Mardoché. Alors Diana, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Tu vas bien? Oui, je me porte bien et vous-même? Ça va très bien. D'accord, je vois que le plateau rayonne avec des nouveaux visages. Des nouveaux visages. Ah ouais, bonjour. Nous avons un nouveau visage ce matin. Ouais. Alors, on souhaite la bienvenue à M. Roms. Merci et bienvenue à vous également à ce plateau. Merci. D'accord. Alors, avec vous, nous allons nous attarder un peu sur les résultats du baccalauréat. Tombé hier, n'est-ce pas? Ouais. C'est enfin tombé. Enfin. De soulagement. les élèves étaient impatients, on attendait, et puis voilà. Hier, c'est officiel. Les élèves ont pu avoir les résultats. D'autres se sont déjà situés sur les sorts. Et puis d'autres, voilà, se questionnent encore et puis se disent que bon, on va encore repartir pour bosser avec beaucoup de courage. Et ce matin, on tient à féliciter ceux qui ont obtenu d'office. C'est avec beaucoup d'efforts et 9 mois de sacrifices pour en arriver là. Et puis voilà, beaucoup de courage pour ceux qui vont récomposer. Ce n'est pas fini. C'est vrai qu'il y a un peu de la peur, de la culpabilité. Ils disent que si je repars et que je joue encore. Mais il faut penser, ça va aller. Et puis ceux qui, bon, malheureusement, n'ont pas pu atteindre la moyenne voulue pour pouvoir venir peut-être au second tour. On nous dit également beaucoup de courage et puis voilà.
on reprend l'année prochaine. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on va mettre un peu l'accent sur un cas bien spécifique. Après l'après-bac. L'après-bac. Oui. L'après-bac. Il y a tout un dossier à traiter parce après qu'il y a le bac. certains qui, on a comme l'impression qu'ils sont tombés dedans comme ça, parce que jusque-là même, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils après vont le faire bac, après le bac. Qu'est-ce que je vais faire après le bac? Maintenant, j'ai ce papier-là, j'ai l'autorisation d'aller à l'université, d'aller dans les écoles de mes rêves. Mais il faut se dire la vérité que, bon, l'après-bac, là, il y a un calvaire qui est là. Et puis, il faut bien réfléchir avant d'y aller. Il ne faut pas seulement tomber dans le lot et puis faire le suivisme. Donc, on va parler un peu du choix, surtout du choix stratégique des domaines ou des filières à pouvoir suivre à l'université. Parce qu'il ne faut pas seulement dire que parce que mon oncle est passé, papa est passé, mon grand-frère est passé, moi aussi je vais aller faire la même chose. Non, il faut réfléchir, s'asseoir et voir également en fonction du besoin du pays, en fonction de l'évolution du monde également, pour pouvoir mieux choisir sa filière. Très important. C'est très important. Parce qu'on peut se lancer comme ça parce que papa est diplomate ou parce que papa est journaliste. Bon, j'irai faire. Mais si après 3 ans, 5 ans de formation, le pays n'a pas besoin des diplomates en ce moment-là ou des journalistes, tu vas te retrouver, tu vas te retrouver à la maison, tu vas te dire, mais j'ai étudié, voilà mon diplôme, je ne trouve pas du boulot. Non, c'est parce que tu n'as pas étudié le marché avant d'aller s'inscrire et choisir les filières. Donc, c'est le moment vraiment pour que les parents, les aînés, s'assoient avec les nouveaux bacheliers, discuter de leurs ambitions, de leurs rêves et pouvoir les orienter, les dire les réalités du pays et les dire que voilà, en ce moment précis, le pays a besoin de ça, ça. Il faut bien étudier avant de laisser la latitude aux bacheliers de choisir les filières. Mais est-ce qu'il ne faille pas faire ce travail-là bien avant? Pourquoi attendre jusqu'à l'obtention de bac pour faire ça? Bon, même si ça devrait se faire, mais je pense que ça serait mieux de faire en amont, non? Genre, depuis quand l'enfant est déjà entre la classe de CM2, 3e, 5e, 6e, déjà, il faut commencer déjà à tâter l'enfant pour savoir qu'est-ce qu'il a, voilà, son ambition. Tu sais déjà dans quel domaine est-ce que tu pourras orienter l'enfant. Malheureusement, en Afrique, on n'a pas cette culture-là de voir l'enfant et puis pouvoir l'orienter ou bien le canaliser dès le bas âge, de pouvoir suivre ce chemin et dès qu'il obtient son bac, on sait directement là où l'enfant va aller. Et puis ça vient aisément et l'enfant n'aura pas de difficultés au moment des cours pour assimiler ses leçons et puis être performant, très expérimenté, même sans suivre tous les cours. Quand tu le vois, tu sens que non, dans ce domaine, ce petit, il va loin. Mais on a ce laxisme de laisser dire qu'on va voir ce qui adviendra. On laisse l'enfant évoluer dans le tas, dans la généralité. Et le moment venu, voilà, ça crée trop de problèmes. Il y a même des parents qui imposent des filières aux enfants. C'est ça, Moi, je voudrais que tu fasses telle filière. C'est ça le grand problème. Malgré l'opposition de l'enfant, on lui impose. Mais là, c'est dangereux pour l'enfant. C'est dangereux parce qu'on constate et on voit ça beaucoup. Tous, on a été à l'université et on voit aussi les camarades où tu le demandes pourquoi tu n'essaies pas de faire plus de fois, il te dit que est-ce que c'est moi-même qui a choisi ça. C'est papa qui m'a demandé de venir faire, donc je le fais pour lui. Oui, je le fais pour lui. Donc l'enfant n'a pas des aptitudes nécessaires, des capacités pour faire ça. Il ne fait pas avec amour. On nous dit souvent que quand tu fais quelque chose, il le fait avec beaucoup d'amour et c'est dans ça que tu vas t'épanouir. Quand il n'y a pas l'amour, quand tu sais que tu n'as pas des capacités nécessaires pour le faire, bon, tu le fais malgré toi et puis tu dis juste pour avoir le diplôme pour eux, même si c'est avec une faible moyenne, pour toi c'est de finir les 3 ans, voilà votre licence que vous m'avez envoyé faire et c'est tout. Tout à fait. Donc vraiment il faut laisser l'enfant, discuter avec lui, voir si même si l'enfant dit que bon, je veux faire tel, dire que oui c'est bien, mais il faut le faire comprendre que ce que tu veux choisir aujourd'hui là, si tu ne grèves pas d'autres choses à côté, demain ça serait difficile avec toi de t'en sortir dans la vie. Et là, l'enfant va prendre conscience et va dire que c'est bien ce que je veux faire, mais papa m'a dit ça, il faut revoir ma position peut-être, ou bien faire ce que j'ai envie de faire, mais à côté chercher à faire des choses techniques. Mais dans le technique, ce n'est pas forcément le technique qu'on va où c'est aller prendre les clous et faire tout. Non, la technique, des activités pratiques ou bien les techniques qu'on parle, ce sont les activités pratiques, les aptitudes où même si tu n'es pas du domaine, tu peux t'en sortir. Oui, évidemment. Et par exemple, si on prend quelqu'un qui veut faire le droit, oui, c'est bien de faire droit. Mais si tu te formes dans l'informatique,
où tu es bien. Ou même dans la fabrication des savons. Des savons, Oui, les très rapidement, oui. Effectivement. Et aujourd'hui, avec l'IA, Ouais. je crois que tous les domaines qu'on veut choisir Oui. aujourd'hui, il faut se former dans ce domaine-là. Parce qu'on risque d'arriver à un moment donné demain et puis voilà, l'IA va venir prendre notre place, on va dire que mais tiens, c'est comment. Pourtant, si nous aussi on se forme, on a des B.A.B.A, on va venir dire que oui, mais je sais que tu es là IA, mais moi aussi j'ai ma part des Tout à fait. responsabilités, je C'est peux ça. t'orienter. Tout à Donc fait. c'est un peu ça en fait. D'accord. Mais- Autre peut-être Mais aspect. peut-être que j'ai une petite question. Oui, oui, très Qu'est-ce rapidement. que pourras-tu dire rapidement pour d'autres élèves, n'est-ce pas, qui, quelquefois par suivisme, qu'ils vont à l'université, ils vont dans des enseignements supérieurs, ils vont parce que l'enfant de tel est allé en France Voilà. pour étudier le droit, et donc moi aussi, mon papa a des moyens, il faut que j'aille aussi en France étudier comme lui. Mais est-ce que à ce niveau, Certains les parents on peut même parler n'ont vraiment même pas de moyens. Ils Oui. ont de ces projets-là Ouais. au-dessus des moyens de Ouais, leurs parents. voilà. Je veux absolument aller étudier en Gaoundéré, au Ghana, au Nigeria. Ouais. Voilà. Non, non, sans se mentir, il faut se dire la vérité, il y a des filières où on sait que même étant chez nous ici, on peut très bien le faire. On n'a pas nous ne sommes pas obligés de sortir hors de nos frontières pour faire certaines matières, sans vos matières. Par exemple, le droit. Je peux rester ici et faire le droit. Normalement. Normalement. Si je veux faire la communication, je peux rester ici et faire la communication. Mais si je veux me spécialiser dans un domaine bien précis de la communication, par exemple le marketing digital ou le journalisme, l'édition et autres, là, oui, en ce moment, je cherche et si je ne trouve pas, c'est en ce moment que je peux mettre mon projet sur la table et dire que tiens mes parents, voilà ce que moi je veux faire, je ne trouve pas ici. Est-ce que vous avez la possibilité de m'aider d'aller ailleurs pour pouvoir me faire former? Mais n'est pas seulement s'élever parce que j'ai vu ma sœur ou bien mes camarades de l'école qui ont des projets, je vais aller aux États-Unis et puis moi aussi je peux aller. Non, 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 il faut bien regarder. Merci beaucoup à Diana. Encore beaucoup de courage à tous ceux qui ont raté le bac. Encore plus d'efforts pour ceux qui vont composer le deuxième tour. Félicitations aux admis. tous ceux qui ont Mais très rapidement, je voulais souligner quelque chose. Il y a ce domaine-là que les gens négligent. Mais moi, je ne suis pas là pour dire que telle filière est bien, mais il faut voir le domaine de la transformation des agro-industriels. Même si on choisit tout, même si on veut faire l'IA, on veut faire les choses techniques et autres, tout le monde peut être devant son ordinateur. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de l'agriculture, s'il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de la transformation de nos produits locaux, qu'est-ce qu'on va manger? C'est ça. Tout le monde est devant l'ordinateur, mais notre ventre qui va s'occuper. Donc, ce domaine-là, il faut également y penser. Ça, c'est crucial. crucial. C'est crucial et c'est très crucial. important. Parce qu'il faut d'abord l'alimentation. Il faut d'abord pour avoir la l'alimentation. force et rester devant cette machine. Et d'ailleurs, que l'économie de notre pays repose sur l'agriculture. c'est ça. Merci beaucoup Diana d'être à passée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder encore d'autres sujets d'actualité. Nous allons te accompagner avec une capsule qui va permettre aux enfants de s'installer parce que dans cette émission, nous réservons également de l'espace pour les enfants. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ensuite à vous. Merci. Le surpeuplement des animaux, c'est ce qui fait que, et comme il n'y a pas d'espace, les gens sont obligés de se mordre le nez. Mais le conflit intercommunautaire doivent avoir leur solution dans le dialogue. Pourquoi j'ai dit dans le dialogue? Parce qu'il faut d'abord comprendre pourquoi les gens là ont ces problèmes. Il faut chercher le problème à la base. Sensibiliser les gens, c'est-à-dire commencer par les chefs des villages, les chefs de communauté et les chefs de canton pour qu'ils puissent apprendre aux gens à vivre ensemble. Ça, c'est le premier. La solution qu'on peut avoir, sédentarisation de l'élevage. C'est-à-dire qu'il faut que les éleveurs, dans les pays développés, en Amérique par exemple, il y a la culture fourragère. Tu as tes bœufs, tu as tes animaux, tu fais ton élevage, tu clôtures. Et en saison de pluie, tu cultives des herbes et à la saison sèche, c'est à partir de ces herbes-là que tu nourris tes bœufs avec. Pour la solution des problèmes intercommunautaires, il faut que les politiciens s'y mettent. Parce que c'est eux qui sont à la base de tout ça. Le mensonge n'arrange pas le pays. Hein? L'éleveur est où? Le cultivateur est où? Le cultivateur est sédentaire. L'éleveur est nomade. Tu es chez toi, quelqu'un vient vers toi, il faudrait que vous entendiez avant qu'il traverse même qui sont étrangers. Donc je pense que pour avoir la solution à ces problèmes, il faut que l'État s'y mette.
et surtout les conseillers, ceux qui sont désignés par le peuple d'être les conseillers, il faut qu'ils fassent leur travail. Problème éleveur-agriculteur ou conflit communautaire, ça vient de nos autorités. Avant, il n'y avait pas. Quand j'étais petit, on s'amusait avec les poules. Il faut former ces gens-là avant de les affecter. Alors, ils vont bien diriger. Même si un analphabète, c'est lui qui ne parle pas à l'école. Entre-temps, dans les années 80, je suis un jeune soldat. Les militaires avec nous là sont formés. Voilà, c'est une solution. Il faut former tous ces gens-là avant de les affecter, avant de les nommer. C'est ça ma solution. Ma préfet, ma gouverneur, sous-préfet, chef de brigade, dogo tare poste gbede. Car ele mali to me ko den do me ko ne lebe ba aradi me do kar gene gbel mun wala wala bi ba yara ti ne kar ga yara da tuji do jile. Les gouvernants aussi choisir des gens, nommer des gens compétents, des gens qui connaissent les problèmes de la population, qui doivent, au lieu de les perturber dans leur activité, les protéger, les accompagner, les assister au moment voulu. Et il ne faut pas les pénétrer pour les perturber, pour un rien, pour les simples affaires qu'ils peuvent traiter entre eux. On les complique la situation, quelquefois on les arrête, on les tue, on les enferme, et finalement, on ne fait qu'envenimer les colères entre les gens qui étaient des parents, des amis avant. Il n'y a pas une communauté qui est supérieure à une autre. Toutes les communautés se valent. Et nous devons, pour ce qui se passe, ériger du genre un pont entre les communautés afin de créer un environnement social paisible, un environnement où chacun doit se sentir accepté, où chaque communauté doit se sentir en harmonie. C'est que nous avons besoin. Le conflit est là, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que Tchadien? On doit dialoguer. On doit dialoguer, on doit s'entrepasser, on laisse notre différence, qu'on s'assoit sur la table de négociation. Il faut qu'on parle entre nous pour que ces mots qui gagnent notre société soient un souvenir lointain. Voilà, nous revenons sur le plateau cette fois-ci pour recevoir les enfants. Et comme je le disais, dans Imatan, il y a de l'espace pour les enfants. Alors, tous les établissements, les chefs d'établissement, n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir donc envoyer vos élèves sur ce plateau. Vous pouvez nous faire signe tout simplement sur le 63 08 41 77 ou aller sur notre page Facebook, laissez un message là-bas. Merci. Roms, nous recevons donc deux élèves ce matin sur le plateau. Oui, il s'agit de Jarassum Mikael et Galina Tikaya, c'est ça? D'accord. Jarassum Mikael qui nous vient donc du Sacré-Cœur. Il passe donc pour la classe de 4e. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Tu vas bien? Oui. Tu te sens bien? Tu es à l'aise? D'accord. Galina Tikaya. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. D'accord, tu nous viens de l'école Étoile Brillante. Tu passes pour le CE1. Oui. D'accord. Alors, Galina Tikaya, dis-nous un peu, comment est-ce que tu as trouvé l'année scolaire qui vient de finir là? Comment ça a été? Tu as aimé? Oui. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Ça s'est bien passé et on a aussi bien fêté à la fête. J'aimais beaucoup cette fête. Et aussi, il y a l'autre là, il y a mes copines qui me manquent un peu. Et quand on avait fêté, c'était vraiment cool. Et aussi, quand on avait fêté, on avait aussi joué. Donc ça m'a beaucoup aimé. Et j'étais très impatiente qu'on refait encore cette fête parce que je l'aimais beaucoup bien. D'accord. Alors, Galina, tu es enseignée par un maître ou bien une maîtresse?
Qui t'enseigne à l'école? C'est un maître? Une maîtresse? Au CP2, c'est une maîtresse, mais je pense qu'au CE1, ça va être un maître. Tu connais déjà même ton prochain, ouais. ton prochain maître. Oui, parce qu'on sait, ces enfants savent. Quand Ouais. c'est CP2, c'est une maîtresse. Quand c'est C1, c'est un maître, et ainsi de suite. D'accord. D'accord. Ok. Tu as été enseigné par une maîtresse. Qu'est-ce que tu as aimé chez la maîtresse? Ce que j'ai beaucoup aimé chez la maîtresse, c'est que des fois aussi, elle nous apprenait des choses, des chants, et aussi elle nous apprenait des calculs mentaux et des problèmes aussi. Et aussi calcul écrit. J'aimais beaucoup bien faire calcul écrit parce que il y avait beaucoup de réponses qui étaient très faciles. Donc déjà, elle sera orientée. C'est une mathématicienne, hein, du coup. Super. Ça, c'est très bien. Wow. Alors, le grand Michael, qui nous vient du Sacré-Cœur. Tu nous dis quoi? Ça va? Oui. Tu as aimé l'année qui s'est écoulée? C'était bien. Qu'est-ce que tu as aimé? La fête et aussi qu'on s'est amusé avec les amis. C'est tout ce que tu as aimé? Oui. Toi, tu passes pour la 4e, tu as eu plusieurs professeurs, c'est ça? Oui. Quel est le professeur qui t'a marqué ou bien la matière que tu aimes beaucoup? La matière que j'aimais beaucoup, c'était anglais. Waouh. Tu aimes l'anglais? Oui. Ça, c'est une langue qui paye beaucoup plus aujourd'hui. Hein. Et donc, si du coup, un enfant commence à s'intéresser à l'anglais, ça, c'est très bien. Et qu'est-ce qui t'attire beaucoup plus dans l'anglais? C'est quoi? Ce qui m'attire beaucoup plus dans l'anglais, c'est que c'est facile et c'est simple à apprendre. Comme des fois, il y a d'autres pays aussi que l'anglais développe beaucoup là-bas. Donc, quand peut-être je vais faire mes études là-bas, je vais faire dans un autre pays et je vais parler l'anglais là-bas. On a un professeur d'anglais déjà. Ah ouais. Non, mais c'est très bien. C'est très bien déjà que cet enfant a des belles idées comme ça parce que du coup, il a cherché à comprendre que l'anglais, n'est-ce pas, rapporte beaucoup plus aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et ça, c'est très intéressant. Tout à fait. Ça, c'est bien. Tout à fait. Tu peux nous dire 2-3 mots en anglais, peut-être un message à tes camarades. Moi, je ne parle pas l'anglais. Hein. Faut pas... Bon, c'est le but quand même. What is your name? Un petit mot comme ça en anglais à l'endroit de tes camarades, papa et maman. Good morning, dear mother and father. I'm greeting you from Electron TV. So, thank you for watching the Electron TV and I greet you. Merci. Wow. Merci beaucoup, Michael. Non, c'est bien. Et c'est quoi ton rêve? Tu veux devenir basketteur. Wow. Ça, c'est très bien. Et l'anglais que tu aimes beaucoup là, qu'est-ce que tu veux en faire? Je vais devenir basketteur professionnel aux États-Unis et parler l'anglais là-bas. C'est des calculants qui tombent net et ça combine. Oui, parce que du coup, il est basketteur et il est sûr qu'il sera recruté aux États-Unis. Oui. Là, il faut forcément parler l'anglais. Wow, ça, c'est très bien. Est-ce que tu as commencé... Ok, est-ce que tu as commencé déjà à t'entraîner un peu en basket? Tu joues déjà au basket? Oui. Ah oui, super. D'accord, mais ton anglais là, tu dis tu vas aller utiliser ça aux États-Unis. Nous, on va faire comment ici? On a besoin de toi aussi ici au Tchad, non? Ou bien? Oui. Hein? D'accord, Chikaya, tu veux devenir quoi demain? Ton rêve c'est quoi? Mon rêve c'est devenir docteur. Docteur en quoi? Parce qu'il y a docteur, on peut être, c'est pas moi, pédiatre, on peut être gynécologue, on peut être chirurgien, tu veux, ou bien docteur en économie, tu veux être docteur dans quel domaine? Ceux qui portent les blouses là, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Tu veux soigner les personnes Soigner malades? les personnes. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a vraiment attiré dans ça? Qu'est-ce qui t'a marqué? Je sais pas, mais j'aime beaucoup être docteur. Parce que? Parce que c'est mon rêve qui m'a dit d'être docteur. Donc c'est ça que c'est ton je rêve. voulais. Tu veux être docteur. Oui. Docteur, t'as déjà piqué une fois? Oui, plein de fois. Tu n'as pas peur? Non, j'ai pas peur. Il m'a même piqué aux fesses.
D'accord. Alors, Galina Chikaya Chegou, qui nous vient donc de l'école Étoile Brillante, un petit message à l'endroit de papa et maman, d'une manière brève comme ça. Voilà, tu regardes ta caméra là-bas, là. Et puis tu parles. Vas-y. Bonjour papa et maman, c'est moi, je vous aime beaucoup et avec mes grandes soeurs et grands frères, même si comme mon frère me frappe beaucoup à la maison, je l'aime aussi, mais parfois je l'aime pas. Et là, j'aime aussi beaucoup papa parce qu'il nous amène aussi à la piscine ou au restaurant. Là où on veut, on part simplement. Et aussi, notre maman, elle nous frappe quand même, mais je l'aime beaucoup. Aïe maman, faut pas beaucoup frapper les enfants. Mais c'est parce que vous faites des dégâts que maman frappe, non? Sinon, est-ce que maman va se lever comme ça pour te frapper? Donc, il faut arrêter de faire beaucoup de dégâts. Voilà. Merci beaucoup à Galina Chikaya. Michael, très rapidement, un message à l'endroit de papa et maman. Oui. Bonjour papa et maman. Je vous aime beaucoup et je voulais vous dire merci de m'avoir éduqué et de m'avoir pris en soin. D'accord. Alors, Roms, nous avons eu donc un basketteur anglophone sur ce plateau. Oui. Nous avons également une docteure voilà, qui va s'occuper de notre santé. De notre santé, ça c'est important. Oh, merci mes chers amis d'être passés. Voilà, ça a été un très bon moment sur ce plateau. Merci à Michael, merci à Galina. Roms et moi, nous vous souhaitons donc une très belle journée. Passez de très bonnes vacances. Merci. Et à très bientôt. Nous allons vous raccompagner avec une capsule. Et puis on se dit bye bye. Bye bye. Merci. Et voilà, de retour sur le plateau Roms. À présent, nous allons recevoir notre leader et ça sera après le jingle. Cher leader, bonjour et bienvenue. Bonjour Irène. Vous allez bonjour bien? Roms. Merci, bonjour. Bonjour aussi à nos téléspectateurs. D'accord. Je vais bien en tout cas. Ok. Et ça me fait plaisir de suivre ces enfants qui ont parlé avec un langage du cœur et qui ont été très agréables. Très agréables. Je voudrais vraiment féliciter les parents d'abord parce que quand on voit ces enfants s'exprimer,
ça traduit derrière une famille qui préserve la croissance des enfants. Mais aussi féliciter tous leurs encadreurs, parce que c'est merveilleux de voir cela. D'accord. Merci pour cette parenthèse. Avec vous, nous allons parler donc de épargner les femmes et les enfants des conflits, un chapitre entamé depuis hier. Oui, en fait, je voudrais, à la suite, n'est-ce pas, du passage de ces enfants, revenir un peu et parler à notre conscience. Quand on regarde ces dernières situations de conflit et qu'on peut voir que des enfants ont été tués, coupés avec des machettes, ou des femmes ont été tuées, portant des vies humaines, ça continue de traumatiser. Vous voyez combien c'est beau de voir ces enfants s'exprimer en toute innocence. Et on se pose la question, pourquoi c'est eux qui doivent payer un lourd tribut de nos bêtises humaines, de notre bestialité, de nos barbaries. Et je voudrais aujourd'hui parler de comment nous devons commencer à réfléchir pour prévenir et sinon épargner les femmes et les enfants des conséquences de nos conflits. La première chose, c'est que je voudrais que nous comprenions que notre subconscient commence à développer une attitude vis-à-vis de l'autre à partir de ce que nous entendons. Si en tant que père, si en tant que mère, je parle souvent dans ma maison en disant aux enfants, je n'aime pas les peuls, je n'aime pas l'agriculteur, je n'aime pas les Ngambay, je n'aime pas le Goran, je n'aime pas ceci, nous sommes en train de semer une semence assez fertile dans l'esprit des enfants. Et la moindre chose, ils ont été déjà préconditionnés et ils peuvent réagir en conséquence. Vous voyez, ce qui est arrivé, ce n'est pas parce qu'ils ont déjà pris place dans le conflit. C'est malheureux ce qui est arrivé parce qu'ils ont été tués dans leur innocence. Mais si après ça, nous ne prenons pas une disposition et que nous continuons à tenir un langage de la négation autour d'eux, les autres enfants vont commencer à grandir avec un esprit de pouvoir se dresser contre l'autre. Et nous allons voir ces séries-là se perpétuer, au lieu plutôt de mettre terme. Donc, anticipons le futur en parlant à nos enfants du bien de l'autre, de la considération de l'autre, de l'intégration de l'autre, que de continuer à dire, ces gens-là, n'est-ce pas, dans certaines de nos expressions, on dit, ce sont les propriétaires du pays. Il n'y a personne qui soit propriétaire du pays. Nous sommes tous propriétaires du pays. Quand vous dites à l'enfant que celui qui est habillé comme ça, là, est un propriétaire du pays, vous le limitez dans le fait qu'il peut se réaliser dans son plein potentiel. Vous lui dites que, quel que soit ce que tu vas faire, puisque tu n'es pas du groupe des propriétaires du pays, tu ne réussiras pas. Et je crois qu'on est en train de conditionner les enfants. Il faut épargner les enfants de nos barbaries actuelles. La deuxième chose, c'est aussi comment nous intégrons les femmes dans la dynamique de l'administration. Toutes ces zones de conflit, vous voyez que les femmes ne sont pas en position d'autorité. Et malheureusement, elles subissent. Mais je suis sûr que dans une situation de conflit, si une femme était administratrice, elle va tout faire pour remettre l'ordre et même mettre la main sur les coupables en peu de temps. Alors que nous, les hommes, nous sommes un peu dans la digression, nous sommes un peu dans la... Nous essayons d'éviter la réalité, on veut calmer, on veut ceci. Et voilà, quelques semaines, quelques jours après, une autre situation arrive, ainsi de suite. Je crois qu'il nous faut aussi intégrer les femmes dans les circuits de responsabilité. On dit que oui, le Tchad est en train de faire des efforts. C'est vrai, au niveau législatif, au niveau sénatorial, on a fait beaucoup d'efforts. Mais au niveau de l'administration du territoire, il reste encore du chemin à faire. Il faudrait qu'on mette des femmes. Je peux me rappeler par le passé qu'on avait eu quelques dames gouverneurs. Et ça, c'est quelque chose à rappeler. Aujourd'hui, je ne sais pas si on en a encore, les délégués qui sont femmes, mais il est important que, que ce soit au niveau des préfets, que ce soit au niveau, je ne sais pas moi, des sous-préfets, il faudrait qu'on implique les femmes dans la situation. Cela va faire du bien. Ensuite, je voudrais que nous tous soyons dans la prévention. Dans les zones où nous sommes passés, on a constaté que les pasteurs ont fui, les imams ont fui, parce que les objecteurs de conscience, eux-mêmes, parfois se retrouvent dans les partis pris. Ils n'ont pas été neutres
au point où ils se sentaient menacés et ils ont disparu tous. À Mandakao, par exemple, je cite juste le cas que j'ai visité, on l'a retrouvé qu'un chef de canton, seul. On se poserait la question, où sont partis les pasteurs du milieu? Où sont partis les imams des ferries là? Pourquoi ils se retrouvent seuls? Donc, je voudrais que nous soyons dans la prévention. Ayons une attitude responsable et une attitude qui intègre l'autre. Demeurons au quotidien dans une posture de quelqu'un qui voit la République, qui voit son frère, qui voit son prochain, qui voit que l'être humain a été créé à mon image et qui ne voit pas l'autre en disant que lui, il est d'un camp ou bien lui, il est d'un autre groupe. Et cet état d'esprit aussi joue sur nous. Quand on arrive au marché, on se poserait la question, avec qui il faut acheter? Est-ce que j'ai quelqu'un qui parle ma langue? Est-ce que ceci? Non. Le marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. Qu'est-ce qui est offert? Qu'est-ce qui est demandé? Et on arbitre. Mais vous voyez un peu, donc ces choses-là nous titillent. Et ce sont des bombes à retardement. Alors je veux simplement terminer en disant aujourd'hui, il est important d'épargner la jeune génération, d'épargner les femmes. La meilleure manière d'épargner nos enfants, c'est de ne pas injecter dans leur esprit les virus de la négativité vis-à-vis de l'autre. La meilleure manière d'intégrer les femmes et de les épargner, c'est de les impliquer dans les circuits de responsabilité. Parce que là où nous, les hommes, nous n'avons pas été capables d'arbitrer, je crois que les femmes peuvent faire. Et en général, les femmes en position d'autorité ont été souvent intransigeantes. C'est ce que je voudrais encore une fois de plus dire ce matin. Parce que la situation actuelle nous oblige de parler d'un leadership contextualisé pour des résultats, afin que demain, nous puissions vivre mieux. D'accord. Peut-être une question pour finir. On sait qu'en cas de conflit ou de guerre, les enfants et les femmes sont souvent épargnés. Comment en sommes-nous arrivés aujourd'hui où les femmes et les enfants sont considérés comme des cibles aujourd'hui? En fait, le problème, c'est que, vous voyez, dans beaucoup de pays, il y a des zones d'abri et des zones de sécurité pour les femmes et les enfants. Nous n'avons pas ce genre d'infrastructure. Secondo, il n'y a pratiquement pas de forces de défense et de sécurité au niveau inférieur pour intervenir en cas de quelque chose. Vous arrivez dans un village, vous avez 1 ou 2 gendarmes qui n'ont même pas un moyen de déplacement et qui sont au milieu de 100 000 personnes ou au niveau de 300, 400 personnes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand ces personnes-là sont en danger? Il y a un besoin de mettre des unités de sécurité au niveau plus bas de l'échelon de la société. Pour que, même quand les hommes sont sortis, que les enfants et les femmes se sentent en sécurité. Mais là aussi, il faut que ce soit des agents de sécurité formés. Parce que sinon, les agents de sécurité même deviennent un sujet de traumatisme pour l'enfant, pour la femme, en mettant au niveau du village. Donc, nous avons du chemin à faire. Nous avons beaucoup de remparts de notre société qui méritent d'être redressés. Il faut travailler à cela. La proximité des forces de défense et de sécurité, la création des zones de sécurité pour les femmes, pour les enfants, et encore, je dirais, un système d'alerte pour qu'on ne soit pas en train de constater qu'à 7 km, on peut venir tuer pendant que les forces de défense étaient là et ne pouvaient pas être alertées ou ne pouvaient pas intervenir à temps. C'est triste ce que nous avons vu. Et je dis, même si aujourd'hui le Tchad reste un îlot de paix et de sécurité relativement, cette histoire de tuer les femmes et les enfants donne une mauvaise image de notre pays. Et personne ne peut être d'accord avec ça. C'est une mauvaise image. On ne peut pas tuer ces couches vulnérables-là d'une manière sauvage, comme si on n'en était pas. Et dans ces zones-là, c'est des zones habitées par des personnes dites croyantes. Alors, où est partie, n'est-ce pas, la conviction religieuse pour qu'on puisse se jeter sur ces catégories de personnes? D'accord. Roms, une question pour finir? Non? Oh, non. D'accord. On va dire merci à notre leader d'être passé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous et bonne suite d'émission. D'accord. Et vraiment que Dieu garde ses enfants que j'ai vus aujourd'hui. En tout cas, ils sont mignons, ils sont innocents et ils nous montrent en réalité qu'ils ne sont pas comme nous les adultes. Tout à fait. C'est vrai. Merci Roms. Nous arrivons également à la fin de ce 3e numéro de la semaine. Ce fut un plaisir de co-présenter cette émission avec toi. Comment tu t'es senti?
Je me sens bien. D'accord. Comme chez moi, et c'était très bien. Merci. Ok, on va se donner rendez-vous demain dès qu'il sera 7h30. D'ici là, portez-vous bien et surtout bonne suite de programme sur la chaîne citoyenne La Vision du Futur. Et à bientôt. Bye bye.